Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage mythique, homme de main du féodalisme japonais, bien entraîné, je parle des ninjas. Le terme ninja caractérise une personne endurante et surtout discrète. Une créature qui opère la nuit et laisse peu de traces finalement de leur mission. Et pourtant, ils ont bien existé. Je pense notamment au dernier héritier de cette tradition, Kawakami Genichi, un ingénieur japonais de 68 ans à la retraite, qui se revendique aujourd'hui comme le chef connu du clan Ban. Ces ninjas sont considérés comme des mercenaires qui louent leur service aux grands seigneurs, voire même aux samouraïs, pour des missions d'espionnage ou pour perpétrer un assassinat. Au 7e siècle, pendant la période d'Asuka de 592 à 710, le prince Shotoku Taishi tente de mettre en place une autorité politique centrale. Il épie ses ennemis en utilisant des agents secrets. Parmi eux, nous avons Otomo no Seijin, qu'il qualifiera de Shinobi no Mono, qui signifie celui qui est furtif. Le shinobi est alors une arme de pouvoir, un espion avec un permis de tuer. Selon les époques ou encore les régions, son nom varie. Par exemple, l'empereur Tenmu, qui régna de 622 à 686, 40e empereur du Japon, parle de Rappa ou de Sokan pour désigner ceux qui ont la connaissance et maîtrisent les moindres recoins. On va aussi retrouver les termes d'Ukami, rôdeur, de Kyodan, celui qui perçoit les murmures, ou encore Onmitsu, que l'on peut traduire par agent secret. Ce sont là qu'une partie des termes employés pour désigner ces hommes aux talents si particuliers. Ce flou autour de leur dénomination se retrouve bien évidemment dans leur origine. Partout dans le Japon féodal, à Nagano, Sendai, Yamanashi ou Toshigi, des petits groupes pratiquent l'art de la guerre selon des techniques ninja. Mais les plus célèbres restent les régions d'Iga et de Koga au sud-est de Kyoto. Ces régions montagneuses, difficiles d'accès, vont constituer un refuge pour ceux qui fuient l'oppression des plus grands. Depuis l'Antiquité, ces montagnes sont parcourues par des Yamabuchi, des moines ascètes. Alors, que signifie ascète ? Tout simplement qu'ils s'exercent quotidiennement à la prière et cherchent à atteindre une perfection morale en menant une vie austère qui sera faite d'exercices spirituels mais aussi de mortification et d'abstinence. Au-delà des moines, on y trouvera des paysans qui fuient les corvées et l'impôt, mais aussi des samouraïs sans seigneur. À cette population s'ajoutent au 7e siècle des Chinois et des Coréens qui fuient leur pays. Ces derniers vont apporter leur tradition religieuse, leur méthode de combat, mais aussi leur connaissance de la poudre ou encore de la médecine. Ils apprennent les secrets des plantes qui guérissent ou peuvent tuer, voire utiliser des larves d'insectes qui, une fois séchées et jetées dans le feu, libèrent une fumée soporifique. Il y a donc un échange de savoir, mais cette société a aussi développé des techniques de combat adaptées aux zones montagneuses et escarpées. En effet, réfugiés au cœur d'une nature sauvage, ces guerriers vont développer leurs capacités physiques et des techniques de guérilla pour se défendre ou attaquer de nuit des places fortes. Durant des siècles, ces communautés se structurent et malheureusement, les récits sur leur origine et leur mise en place nous font défaut. Il nous faudra attendre le 15e siècle pour trouver la trace des ninjas et de leurs faits d'armes dans les textes. Entre 1477 et 1573, le Japon entre dans la période Sengoku, qui signifie l'âge des royaumes combattants ou encore des provinces en guerre. Dans tout le pays, les grands seigneurs s'affrontent pour accéder au rang de shogun et détenir le pouvoir politique et militaire. Cette époque est l'âge d'or des ninjas qui se retrouvent au cœur de tous les conflits et des stratégies politiques. Les ninjas vont donc accomplir des basses besognes pour les puissants qui les méprisent mais aussi qui les craignent tant ils paraissent insaisissables. Il faut aussi que vous gardiez à l'esprit que nous sommes loin de l'image contemporaine du voleur nocturne en combi noir. Le ninja médiéval peut être le jour un paysan, un marchand ou encore un simple vagabond, ce qui lui permet finalement de se fondre dans la foule. Dans un ouvrage intitulé Buyo Benryaku de 1684, les ninjas sont décrits comme des personnes qui savaient se dissimuler chez elles, comme dans les provinces, et parmi elles, certaines pouvaient s'infiltrer en toute sécurité dans n'importe quelle place forte. Je vais donc détruire un mythe, et je pense de toute façon que vous en conviendrez avec moi.
Il n'y a rien de surnaturel chez ces hommes. Tout est basé sur un très long entraînement et une discipline de fer. Que cela soit aux techniques de combat, de camouflage, d'infiltration, à la maîtrise des explosifs, des poisons, ainsi que l'apprentissage de certains accents régionaux, et encore, je ne cite que quelques-uns de ces enseignements que j'ai pu trouver. Il n'y a rien d'étonnant que tous s'arrachent les services de ces véritables caméléons. Mais il y a une chose dont il faut se méfier, même s'ils acceptent des contrats pour des clients, ils ne servent qu'un seul grand maître. Les clans sont très hiérarchisés avec un conseil de 12 membres qui adoptent par vote les décisions importantes avec en plus un pacte d'assistance mutuelle qui les lie en cas d'agression. À leur tête se trouve le Jonin ou grand maître qui était le seul à connaître le but ultime de chaque mission. Sous ses ordres, les Shumin qui administrent les villages et servent de relais avec les autres clans pour échanger les informations collectées par les réseaux d'espionnage. Au final, c'est cette indépendance qui causera la perte des ninjas au XVIe siècle. Alors que le seigneur Oda Nobunaga veut soumettre la province d'Iga, certains clans libres refusent son autorité. En représailles, celui-ci lancera en 1581 plusieurs attaques contre eux, et plus particulièrement contre le clan Kashiwabana du maître Momoshi Tamba. La majorité des 450 ninjas et 1250 femmes et enfants du clan seront décimés par plus de 4000 soldats de Nobunaga. Les autres clans comme les Kami Hattori, Naka Hattori et Shimo Hattori connaîtront le même sort. Un des rares survivants sera le grand maître Hattori Hanzo, proche du seigneur de guerre Tokugawa Ieyasu, qui le nommera chef de la police secrète lorsque celui-ci deviendra shogun. Les Tokugawa, qui formeront le shogunat le plus durable de l'histoire, ouvrent sur la période d'Edo, de 1603 à 1867. Le Japon entre alors dans une ère de paix qui rejette alors ses guerriers espions sans pour autant interdire leur art de vivre, le ninjutsu, c'est-à-dire l'ensemble des techniques de combat et de survie pratiquées par les ninjas. Ainsi, les derniers membres abandonnent peu à peu la tradition martiale pour une vie plus paisible, celle de paysans ou encore de fermiers. Certains vont aussi fonder des académies de ninjitsu, notamment dans les provinces d'Iga et de Koga. Les ninjas vont ainsi traverser les années et disparaîtront petit à petit dans cette société. Il nous faut attendre la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale pour les voir revenir dans la lumière. Il faut comprendre que la défaite japonaise est un choc pour cette société qui est vaincue pour la première fois. Pour raviver le nationalisme, ils élèvent au rang de héros le samouraï auquel ils opposent le ninja. En 1957, Sanpei Shirato publie le manga Ninja Bugesho, qui relate la vie d'un ninja dans le Japon féodal. C'est un succès retentissant. Un an plus tard sortira Fukuharo no Shiro, le château de la chouette de l'écrivain Shiba Ryutaro, qui deviendra véritablement un best-seller. Cette société va donc s'identifier à ces ninjas féodaux, volontaires, endurants, dont le statut de guerrier n'est pas accepté. Le Japon tient son nouveau héros. Mais le filon n'est pas près de s'épuiser puisque celui-ci va se doter de capacités surnaturelles. Je pense notamment au manga Naruto dès 1999. Pour les films à succès, je pense notamment à Kill Bill, sorti en 2003 par le réalisateur Quentin Tarantino et qui donne d'ailleurs au maître artisan qui forge le sabre de l'héroïne le nom du grand maître Hattori Hanzo. Ainsi, nous pouvons dire que le ninja est devenu un mythe, un super-héros des temps modernes, mystérieux et insaisissable. Et finalement, loin de son image d'origine. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.